Merci d'avoir accepté donc notre invitation. On a eu envie, quand on a préparé le programme, d'avoir une session un peu particulière, un peu atypique, qui était de mieux comprendre ce qu'est le PNL d'un grand journal d'information, d'un éditeur d'information. Finalement, on s'est dit que ce soit les agences, que ce soit une grande partie du public ici ne sait pas forcément quels sont les postes majeurs d'un journal d'information, et que donc, dans un souci de pédagogie et de transparence, c'était intéressant d'avoir, savoir un peu comment ça se passe. Et du coup, je ne sais pas comment vous allez vous répartir un peu les réponses, mais en tout cas, ma première question, c'est, dans un grand journal d'information, quel est le premier poste d'investissement ? Alors, c'est le journalisme. Et on va en parler au cours de cette intervention, parce qu'on parle évidemment de la démocratie, de la défense de nos journaux, mais c'est du financement de l'information dont on parle en réalité, et c'est ce qui nous occupe, en l'occurrence Louis et moi, tout le temps, pour le développement de nos journaux. C'est d'abord par le journalisme, par l'information, que se fait la croissance. Alors, peut-être, je vais rappeler, Louis, peut-être tu donneras quelques chiffres, mais je vais rappeler le cahier des charges, peut-être, le cahier des charges des grands journaux, des grands sites d'information comme les nôtres. Ils ont profondément changé depuis 10-15 ans, ce qui explique que nous ayons nous-mêmes profondément changé et que nos rédactions se soient profondément renouvelées et développées. Alors, je le rappelle, une couverture de l'information 7 jours sur 7, j'allais dire 24 heures sur 24, ce qui explique que nous avons des collaborateurs sur d'autres fuseaux horaires pour préparer l'information. Une couverture très large, on aborde tous les sujets. Dans le format imprimé, on s'était rétréci, on sélectionnait, on hiérarchisait. Évidemment, sur le digital, on complète, on est beaucoup plus large. Tous les formats, texte, vidéo, podcast, newsletter, réseaux sociaux, donc une production démultipliée, plusieurs centaines de papiers, de vidéos chaque jour, évidemment des angles, de l'enquête, des faits, des points de vue, et tout ça aboutit à évidemment une nécessité d'expertise, d'excellence éditoriale. Je dirais, on a beaucoup progressé en réalité depuis 15 ans, et tout ça suppose évidemment un gros investissement. Alors, je le dis souvent, on reparlera des chiffres, mais des rédactions comme les nôtres, c'est 500 journalistes à peu près. Il faut savoir que dans les grands médias anglo-saxons, qu'on cite souvent en exemple, on dit souvent que c'est évidemment la Mecque du journalisme, les États-Unis. Quand on voit les dégâts qu'il y a d'ailleurs de ce point de vue-là dans le journalisme, on se pose des questions, mais en tout cas, on sait qu'il y a un lien entre les grands journaux, les grands médias, l'excellence éditoriale et les moyens. Je rappelle par exemple que la BBC, considérée comme un des plus grands médias d'information au monde, c'est 5000 journalistes. Le Wall Street Journal, le New York Times, le FT, 1500, 2000, 2500 journalistes. C'est vous dire la puissance de ces grands médias d'info, et c'est ça la clé pour nous, évidemment, de la bataille de l'info. Du coup, je ne sais toujours pas, ça pèse combien des journalistes dans un PNL de... Si on prend par exemple Le Monde, nous, si je prends sur une période récente, en 2010, Le Monde avait 300 cartes de presse, on en a 550. Ça veut dire que c'est un coût, si on ajoute les frais de reportage et pige, de 76 millions d'euros. Ce qui est, ça veut dire qu'il a quasi doublé en 15 ans de manière volontariste. C'est-à-dire en termes de recrutement, en rajoutant des bureaux. Marc en parlait, on fait partie des quelques groupes qui travaillent sur plusieurs horaires, c'est-à-dire que nous, à partir de 23h, quand vous lisez les applis du Monde ou quand vous regardez la matinale, c'est des contenus qui sont faits à Los Angeles par un bureau, fait par des journalistes du Monde qu'on a envoyés à Los Angeles et qui travaillent de là-bas. Donc tout ça, c'est des investissements considérables. Donc le premier poste de coût, si on prend juste Le Monde, pas le groupe, ça doit être une structure de coût qui doit être autour de 180 millions d'euros. Sur ces 180 millions d'euros, il y en a 76 qui correspondent à la rédaction. Donc tu dois faire 40% des coûts qui viennent de la rédaction. C'est considérable, mais ça a une logique. C'est-à-dire que dans la mesure, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'on a entre 20 et 25% de nos revenus qui sont publicitaires, c'est-à-dire que le 3/4 de nos revenus viennent de nos lecteurs. Nos lecteurs, au Figaro comme au Monde, ils nous achètent pour l'exclusivité de nos contenus, pour la diversité de nos contenus. Donc il faut être capable de produire plus, d'avoir des
des reporters qui peuvent travailler longtemps avant de sortir une histoire. Donc on a besoin de plus de monde, et plus de monde, ça donne plus de lecteurs, plus d'abonnés, plus de revenus qu'on réinvestit. Donc il y a un cycle vertueux qui correspond à ce qui a été dit auparavant. Très clair. Et alors du coup, c'est quoi les autres gros postes? C'est le papier, c'est la distribution, c'est l'IT, la techno, les studios? Alors je dirais que c'est pas le papier. Le papier, c'est... Alors si on prend que le quotidien, hein, bien sûr, on a une offre magazine, vous le savez, c'est quelques millions d'euros. Tout l'environnement de nos développeurs du marketing digital, c'est 150 personnes pour le Figaro. Et donc, c'est un poste avec l'investissement marketing digital qui est plus important que le papier maintenant et que l'impression. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre métier est difficile parce qu'on est sur plusieurs canaux. Hein, on doit à la fois opérer nos canaux imprimés avec le contexte qui est le nôtre, la distribution, on en a parlé, l'impression, et puis en même temps, opérer des très grands portails et donc des dépenses de technologie, des développeurs. C'est aussi, je dirais, il faut rajouter 30% au coût éditorial pour compléter notre effort proprement sur le digital. D'accord, donc on avance, on a 40% des journalistes, à peu près 30% sur tous les coûts supplémentaires. Et alors ma question d'après, c'est, on a pas mal parlé dans la table ronde sur le concept de Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est sur la commercialisation. Combien pèse la commercialisation chez vous et avez-vous l'impression d'en faire assez ou en tout cas de l'investir assez par rapport à justement ce qu'on vient de dire sur les journalistes ou sur la techno ou sur l'IT? Oui, moi je pense que je suis d'accord avec une grande partie de ce qui a été dit. En revanche, je pense que c'est important qu'on arrive à montrer chacun d'entre nous notre singularité. L'idée qu'on peut vendre la presse au kilo en se rassemblant tous, moi je pense que c'est prendre le risque d'étouffer les singularités de chacun. On a des politiques éditoriales qui sont très différentes, on a des relations avec des annonceurs qui dépendent de nos cibles et que c'est important que nos régies arrivent à commercialiser de manière très individuelle, identitaire. Si je prends l'exemple de notre côté pour M-Publicité, si j'ai choisi de nommer Elisabeth Cialdella, qui est quelque part par là, à la tête de la régie, c'est justement parce qu'on avait besoin d'une marketeuse, donc qui a fait toute sa carrière dans des régies comme le Figaro, celle du Monde, mais sur le marketing, parce que le marketing de nos offres est quelque chose de effectivement fondamental. J'ai pas l'impression qu'on le fasse, qu'on manque de puissance en la matière. En revanche, effectivement, et je reprends un peu, je voulais rebondir sur ce que disait Philippe Bailly tout à l'heure, chaque fois qu'on a un discours qui est trop misérabiliste en disant « mais la presse va mal », eh ben, on se tire une balle dans le pied. Quand on parlait des aides à la presse, moi je prends sur le groupe Le Monde, on a un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, on a 2 millions d'aides à la presse. Non, on n'est pas beaucoup aidé. En revanche, on a des logiques économiques qui ont besoin où les pouvoirs publics doivent pouvoir accompagner de la transformation. Mais sur la commercialisation, moi j'ai le sentiment que, et je sais que c'est la même chose au Figaro, qu'on investit beaucoup là-dessus. Marc? Alors, Sébastien, un chiffre, parce que c'est ce que tu souhaitais, alors c'est 15%. Voilà le coût de la commercialisation de notre effort publicitaire. Je voudrais faire 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est que sans publicité, il n'y a pas de grands sites, il n'y a pas de grands médias d'information, à part le service public. Si je prends l'exemple du New York Times, prenons cet exemple, puisque c'est la plus grande réussite de notre profession en termes d'audience et d'abonnements digitaux. La publicité, c'est un peu plus de 500 millions de dollars. L'entreprise gagne 250 millions de dollars. Donc, sans publicité, le New York Times est en perte. Ou alors, il faut qu'il augmente de 50% le prix de ses abonnements digitaux. Parce qu'il faut se le dire aussi, nos offres sont compétitives pour aller chercher le public le plus large, une information gratuite, une information payante, mais accessible, parce qu'on peut la financer aussi par un autre canal de revenus qui est la publicité. Et pour le Figaro, c'est pareil. Le groupe serait en perte, évidemment, sans son potentiel publicitaire. Voilà, je voulais le dire. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, il faut se dire aussi, il faut réfléchir aussi sur l'organisation de ce marché. On a parlé de l'oligopole, c'est Pierre qui le citait tout à l'heure.
Nous, ce qu'on souhaite, c'est une concurrence par les mérites, une concurrence par la transparence, par l'équité, pas une concurrence faussée. On a le sentiment qu'à l'heure actuelle, elle est faussée. Il faut savoir que sur 100 € facturés aux annonceurs, à la base, l'éditeur se voit ponctionner. Il se voit ponctionner par toutes les cascades d'intermédiaires de ce marché. Est-ce que cette cascade est dans les 15% que tu as évoqués? Ah non, bien sûr que non. Et c'est la raison pour laquelle, alors qu'on a des énormes audiences digitales, on en vit mal. Notre rêve, c'est de vivre de nos lecteurs et de nos audiences. Et on en est privé. Et on en est privé parce qu'il y a 60% à peu près de prélèvements entre toute la cascade d'intermédiation par les plateformes elles-mêmes. D'ailleurs, il faut savoir que le plus gros acteur, par exemple, du programmatique dans ce pays, c'est évidemment Google. Et donc, toutes ces solutions technologiques, toutes ces intermédiations prélèvent de la valeur. Et à l'arrivée, évidemment, l'éditeur doit financer à la fois son coût de commercialisation et sa rédaction. Voilà. Donc, il y a une nécessité de rééquilibre, une nécessité de plus de régulation. Je crois qu'il y a un gros échec de la régulation d'une manière générale, ces 10 dernières années. Et peut-être il faut réfléchir à ça en premier lieu pour qu'on puisse mieux financer cet effort journalistique. Alors, on a bien compris donc, que l'équation était étroite. Est-ce qu'on a finalement assez peu parlé d'IA depuis le début de la matinée? Est-ce que l'IA peut vous redonner de la marge de manœuvre? Alors, peut-être pas sur la partie journalistique, puisque j'ai compris que vous vouliez plutôt investir de plus en plus sur le journalisme, mais est-ce qu'il y a une partie de l'information, une partie du journalisme qui peut être faite par de l'IA ou pas du tout? Et est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels l'IA peut vous redonner de la marge de manœuvre économique? Non, sur l'IA, en tout cas pour les médias comme les nôtres qui vivent en grande partie des revenus de notre diffusion, qu'elle soit numérique ou print, nos lecteurs nous achètent parce que on a de l'information exclusive, on a de l'information très diversifiée. Aussi, on a une information très incarnée. C'est-à-dire que si vous demandez à l'IA de vous sortir ce qui se passe actuellement sur le front ukrainien, vous n'aurez pas la qualité d'analyse et de reportage qu'on peut proposer. Donc nous, je pense que l'IA, on a tous sorti des chartes en la matière, on a tous intérêt à veiller à ce que la publication reste une publication journalistique. En revanche, l'IA peut très probablement découpler nos capacités d'enquête. Et nous, on y travaille. On a signé à cet égard un accord avec OpenAI pour décupler nos capacités journalistiques. Mais à aucun moment, on ne publiera des contenus. Je pense que ce serait prendre un énorme risque pour nous que d'avoir un message qui est l'information que vous achetez en achetant Le Monde ou Le Figaro est produite par de l'intelligence artificielle. Et c'est d'ailleurs, je crois, pour revenir sur la première intervention de la matinée, un risque qu'il faut avoir en la matière. On va avoir très vite beaucoup d'informations produites à la volée, de manière automatique, qui auront l'apparence, le sens et le goût d'une information réelle et journalistique. Ça ne sera pas le cas. Donc il faut, dans ce cas-là, que des médias, et je suis ravi d'intervenir avec Marc, avec des groupes qui ont plus de 500 journalistes, arrivent à défendre l'idée que le journalisme, c'est d'abord des femmes et des hommes, et que ça n'ira pas dans ce sens-là. Après, est-ce qu'on a des choses est-ce que l'IA peut nous apporter une amélioration de notre modèle économique? Bien évidemment. De toute manière, on va tous, et tu le sais, Sébastien, être percutés par l'IA. Pour l'instant, ça reste de la science-fiction, mais ça arrive très très vite. On voit la météorite arriver. Donc là, je pense qu'il peut y avoir des réflexions sur des développements communs en termes de publicité ou en termes de commercialisation. Mais sur le journalisme, là, moi, je serais plutôt assez distant. Oui, comme Louis, je crois que je vais insister. Il faut être très strict, très rigoureux. Il y a un contrat de confiance entre nos lecteurs et nos publications. Il y a un contrat d'adhésion, de reconnaissance, donc évidemment, il ne faut pas tromper son public. Bon, j'ajoute que c'est quand même un paradoxe
que de publier des papiers qui seraient élaborés avec nos propres papiers, ou plus exactement avec les papiers des autres, ce qui serait quand même, de notre point de vue, un manquement déontologique. Bon, j'ajouterais que de ce point de vue-là, il faudrait aussi, c'est comme pour les droits voisins, on en a parlé tout à l'heure, que les plateformes règlent d'abord le copyright. Parce que, évidemment, l'IA est entraînée avec nos contenus, et notamment sur l'actualité, les analyses, les points de vue, parce que c'est aussi notre force, sont nos contenus qui sont utilisés. Et donc, il faudrait déjà régler ce problème. Enfin, les droits voisins ne sont pas réglés, alors on n'en est pas encore rendu, mais on aurait besoin, là aussi, d'une régulation plus stricte. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements sur le PNL d'un grand journal d'information. Je pense qu'on va reparler d'IA dans quelques instants avec Alain Veil, qui va nous parler de technologie et d'information. Je pense qu'il reviendra sur le sujet de l'IA dont on avait peu parlé jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à vous deux.